Fred Savard avec vous pour ce 6e épisode de la saison 7 de la balado. Aujourd'hui, on va parler d'une brique qui est parue chez Somme Toute, Sans blague, une anthologie de l'humour des femmes. Et on va avoir les 3 autrices responsables de cette anthologie. C'est une première dans le monde francophone. Donc, on va avoir Jeanne-Mathieu Lessard, Mélissa Thériault et Lucie Joubert. Lucie Joubert, qu'on a déjà entendu, rappelez-vous qu'on avait parlé d'impro. En fait, la présence des femmes en impro, un essai très surprenant qui m'avait beaucoup plu. Alors, je suis content de retrouver Lucie Joubert, qui est directrice de l'Observatoire de l'humour. Elle est professeure retraitée de l'Université d'Ottawa. Elle dirige la collection L'humour chez les éditions Somme Toute. Et ça sera une discussion où, en plus, se joindront à nous Hélène Faradji, qui va chroniquer, enfin, première chronique de la saison 7, et Valérie Lefebvre-Fauché, qui vient nous présenter aussi le nouveau numéro de la revue Liberté. Alors voilà, c'est le programme de ce 6e épisode de la saison 7. Bon épisode tout le monde! J'ai fait, ça s'appelait les jeudis du groupe. Et il y a bien longtemps, Michel Tremblay était dans la salle. Et il m'a dit plus tard que c'est quand il a entendu les jeudis du groupe qu'il a pensé écrire Les Belles Sœurs. J'étais très fière. Voici les jeudis du groupe. Si vous savez par cœur, le faites comme les rockers. Allez-y en même temps. Moi, j'aimerais ça, mais ça arrive jamais. Il peut neiger grêler. Oui, il y en a 2, 3 qui savent. Ah, c'est la gloire. Il peut neiger, grêler, pleuvoir, tomber des bombes sur la ville. Armande sort le jeudi soir avec son sac de boules de quilles. Elle s'en va rejoindre le groupe qui l'attend au bowling alley. C'est sérieux, on joue pour la coupe. L'honneur du groupe est en danger. Attention, il faut dire c'est sérieux, on joue pour la coupe, l'honneur du groupe. Et non pas pour la croupe, l'honneur du couple. J'ai entre les mains quelque chose qui est une première dans le monde francophone, paraît-il. Ouais, en tout cas, c'est une première dans le monde francophone québécois. En tout cas, dans l'intro, c'est le monde francophone, c'est pas spécifié québécois. Alors, je vous présente, évidemment. Lucie Joubert, bonjour. Bonjour. Je devrais dire rebonjour. Oui, rebonjour. Vous étiez venu nous parler d'impro et de femmes. Oui, avec un livre qui s'intitulait « Jouer sur le banc ». Avec les Emmanuel. Filles dans le monde. Oui, avec Emmanuel Wachevillot. Et avec Sylvie Potvin. Exactement. Un essai que j'avais beaucoup aimé, qui a changé ma vision de l'impro. Et c'était le but. Alors, et de Robert Gravel. Et de Robert Gravel. Un peu, je l'aime encore. Moi aussi. Mais avec plus de... On connaît les coulisses un peu. On connaît les coulisses. Voilà, plus de perspectives. Jeanne-Mathieu Lessard, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante et chercheur en études littéraires? Oui, j'enseigne au cégep, puis je continue la recherche. Et vous avez participé donc à cette écriture de cette anthologie de l'humour des femmes qui s'appelle Sans blague. Et on a aussi avec nous Mélissa Thériault, bonjour. Bonjour. Vous êtes au département de philosophie et des arts de l'UQTR. Exactement. Vous êtes prof? Oui, fière mauricienne d'adoption. Bon, je pense que c'est la première fois cette saison que quelqu'un dit fière mauricienne d'adoption. Ah non, ouais, c'est une belle place. Vous avez publié aussi, j'adore le titre, Lire Nietzsche à coups de sacoche. Yeah. C'est une référence, tu sais, philosophie à coups de marteau. Moi, je dis lire à coups de sacoche parce que, bon, les appropriations féministes, ils passent souvent pour un macho, pour un antiféministe. Puis moi, j'ai juste fait un petit travail. Je me suis amusée. Et là, Faradji! Ah, Fred! Enfin! Ben oui, enfin! Vous êtes de retour, mais c'est de ma faute. Vous m'avez enfin invité, donc je suis là. Non, vous avez déjà entendu, mais c'est parce qu'il y a des nouvelles voix cette année, puis il faut que c'est ça. J'ai pas beaucoup parlé de la campagne de financement aux auditeurs, aux auditrices, mais il faut que je fasse attention aussi au nombre de chroniqueurs et chroniqueuses dans chaque épisode, en attendant que les gens envoient leurs dons. Alors, si les gens à la maison, vous voulez entendre plus de chroniques, écrivez-moi et envoyez-moi un chèque. Valérie Lefebvre-Fauché, bonjour! Bonjour. On vous retrouve pour la première fois à la saison 7. Oui, c'est vrai. Pour venir présenter le nouveau numéro de Liberté, numéro 344. Oui, numéro sur la paix. Sur la paix. Ce concept qu'on croyait révolu. Mais je voulais que vous soyez là dès le début pour qu'on jase de cette anthologie de l'humour des femmes. On va commencer avec ça parce que c'est toute une brique. Oui, c'est un travail qui s'est répandu sur 3-4 années. 400? Oui. 486 pages. Ouais. Juste des femmes. Juste des femmes. Enfin. Juste des femmes sur le PC. Voir que ça se pouvait. On vous l'a prouvé. Tout le monde doutait, mais on l'a prouvé. Bon, c'est la première fois donc qu'un travail d'anthologie s'arrête sur le travail des femmes en humour. Un travail de cette importance-là, en français. oui.
Oui, en français. Oui. Ce qui existait avant, c'était un recueil de citations de femmes, tout simplement. Mais nous, on a poussé le travail. Et ça, je dois dire, il faut rendre à César ce qui est à César et à Cléopâtre ce qui revient à Cléopâtre. C'est Jeanne qui a eu l'idée de cette... Oui, puis elle a réalisé un fantasme que j'avais. Moi, je voulais faire ça quand j'étais prof, mais j'avais jamais le temps. C'est ça, on a oublié de dire, Lucie, vous êtes prof? Oui, je suis à la retraite maintenant. Et est-ce que vous êtes encore à l'Observatoire? Oui, toujours à l'Observatoire de l'humour, oui. Bon, voilà. Tout le temps. Et là, donc, Jeanne, c'est vous qui avez eu cette idée-là? Oui. Ben, ça s'est passé dans la cuisine, parce que c'est là que l'humour des femmes commence, comme Lucie l'a bien montré dans ses recherches. On était dans la cuisine de Lucie. Moi, j'ai fait mon post-doctorat avec Lucie sur l'humour des femmes. Puis, vers la fin, je me suis dit, mais Lucie, sais-tu ce que j'aurais aimé avoir, moi? C'est une anthologie. En plus de tes travaux de recherche, c'est une anthologie pour voir tout ce que les femmes ont écrit, pour avoir un aperçu, pour avoir entre les mains une espèce de panorama. Puis elle a dit, écoute, j'ai toujours voulu faire ça moi aussi, c'est pas l'envie qui manquait, mais ce que ça prend, c'est une équipe. Donc on s'est dit, on va la faire, nous, l'équipe, on va la trouver, puis grâce, entre autres, à l'Observatoire de l'humour, où on avait du sang frais, dont plusieurs jeunes féministes, grâce à Mélissa qui a embarqué dans le projet, merci on l'a eu, notre notre les équipe. jeunes. Ça me fait plaisir. Il y a combien? Il y a 90 personnes? Oui. Qui ont été choisis. Ça ratisse assez large. Vous avez décidé de sortir du Québec et de faire toute la francophonie canadienne. Ben, mais je dirais un aperçu de la francophonie canadienne, parce qu'il y a des choix qu'on a déchirants qu'on ça, a dû faire. on va y revenir. Mais c'était clair pour nous qu'on voulait pas se limiter au Québec en pensant qu'il y aurait séparément une anthologie des femmes francophones hors Québec. Donc, on voulait vraiment inclure. Puis d'abord, il y a eu du voyagement entre l'Acadie, le Québec, l'Ontario français, l'Ouest, etc. Donc, c'était clair pour nous qu'on voulait en inclure. Dans l'introduction, c'est spécifié que même s'il y a de plus en plus de femmes en humour, ça reste quand même encore une chasse gardée masculine dans la façon que l'industrie fonctionne. Est-ce que vous l'observez encore, ça? Oui, puis les filles elles-mêmes, les humoristes elles-mêmes, quand elles se sentent en confiance, elles vont confirmer ça. Parce que c'est difficile de parler comme ça, parce que ça veut dire que peut-être les agents font pas tout le travail qu'ils devraient faire, ou les producteurs, les diffuseurs et tout ça. Et ça, nous, on n'est pas au courant de ça, parce que ce qu'on a, c'est le produit fini, le produit qui a passé toutes les étapes. Je m'excuse de parler des filles humoristes comme d'un produit, mais on vous entend, on se comprend, là. Donc, oui, de ce côté-là, ça bloque encore à plusieurs niveaux. Ça s'améliore, mais très, très, très tranquillement. Et l'idée de l'anthologie, c'est aussi, je dirais pas de magnifier le travail des humoristes, mais ça finit par faire ça un petit peu, une anthologie. C'est-à-dire que ça met au monde des textes qui parfois sont plutôt, puis vous le dites aussi, qui n'ont pas eu la diffusion... de textes d'humoristes qui ont fait des tournées pendant des années. Ben, en fait, justement, en refeuilletant l'ouvrage dernièrement, je voyais à quel point on a vraiment fait un gros travail sur le reste, la partie immergée de l'iceberg. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autrices ou de comiques qui ont fait des carrières relativement courtes, mais quand même importantes dans l'ombre, ou des fois, ils étaient scriptrices, tout ça, on l'inscrit dans l'introduction, là, mais il y a vraiment beaucoup plus d'humoristes qu'on pense, ou beaucoup plus de femmes qui ont recours à l'humour, mais on les voit pas. Puis juste ça, de mettre ça dans un ouvrage volumineux, c'était un peu une partie importante de la démarche. Donc, c'est normal, quand les gens vont le feuilleter, de dire, mais je la connais pas elle, mais tu sais, il y a vraiment... C'est le but. Exact. Parce que c'est ça. Là, il faut dire que c'est une anthologie de l'humour des femmes et pas des humoristes. Exactement. Et pour poursuivre dans ce que Mélissa disait, c'est que nous, on est sur 3 autrices. On est 2 littéraires et demi. Donc, c'est très important pour nous de mettre de l'avant l'humour littéraire qui n'obéit pas du tout aux mêmes lois que l'humour de scène, où une ligne, un punch, une ligne, un punch. C'est pas du tout la même chose. Et ça, c'était très important, justement, parce que l'humour littéraire, on se tape pas sur les cuisses quand on lit un texte drôle. Souvent, ça va vers la mélancolie, on sourit tristement. Donc, c'est une toute autre approche. Et c'est dans ce sens-là, moi, je suis tout à fait d'accord avec Mélissa, c'est que on a attiré l'attention sur des autrices dont les œuvres n'étaient pas reconnues a priori comme humoristiques, mais en fait, elles le sont et elles ont ce sourire, puis même quelquefois, comme je le disais, cette espèce de sourire mélancolique, les mélancomiques, comme disait Christian Moncelet, c'est cette espèce de jeu entre la tristesse, la lucidité, mais l'envie aussi de prendre une distance par rapport au réel. Là. Si je peux me permettre, je l'ai dévoré, moi, votre livre. Vraiment, merci. vraiment, j'ai trouvé ça fascinant. Puis, ce que j'ai trouvé de particulier, c'est que j'ai l'impression que quasiment toutes les femmes dont vous parlez ont recours à l'ironie. Oui. Ça a vraiment l'air d'être un trait distinctif de cet humour au féminin. Comment vous l'expliquez? Parce que, évidemment, l'ironie, c'est pas de l'humour direct, c'est une façon de prendre un pas de recul. Est-ce que là aussi, c'est une façon de
trouver sa place dans un monde qui est celui de l'humour, qui peut-être ne laisse pas tout à fait assez de place aux femmes. Ou... Ben, Lucie, c'est la spécialiste de l'ironie. C'est son premier ouvrage a porté sur la place de l'ironie en littérature. Donc, c'était particulièrement des années 60-70, une première façon de faire de l'humour, parce que l'humour plus direct n'aurait pas passé. Si je peux me permettre de résumer des recherches. Je pense que je vois un changement dans les dernières décennies où on a un humour plus frontal, entre autres un humour plus scatologique, qui, moi, dans mes choix, va transparaître là, pas mal dans les années récentes dans l'anthologie. Ça me fait bien rire, puis je le vois beaucoup sur scène. Et puis les femmes en font de plus en plus, mais c'était quelque chose qu'on ne voyait pas vraiment là, avant les années 80, ni à l'écrit, ni à l'oral. Donc, il y a vraiment eu un changement, mais oui, je pense que l'observation de l'ironie, ça a été une façon de contester les pouvoirs pour ensuite aller vers des formes d'humour direct qui côtoient l'ironie maintenant. Puis quand on conteste quelque chose, on n'est jamais pleinement humoristique dans le sens où il y a le jugement, il y a la résistance et tout. Donc, c'est cette posture-là qui est un peu plus... je dirais agressive dans le sens amélioratif du terme. Là. On veut faire changer les choses. Donc, c'est pour ça, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a toujours une cible à quelque part. L'humour, c'est pas censé être... Bon, il y a un sujet, évidemment, fondamental au cœur de tout trait humoristique, mais dans l'ironie, c'est vraiment une cible qu'on attaque, c'est ça. Et elles ont toutes aussi des revendications féministes. C'est-à-dire que l'humour passe par ça. Un homme, évidemment, on lui demandera jamais de faire de l'humour qui revendique des choses, alors que les femmes... mais Richard Martineau, il en fait un petit peu de ça. Oui, non, mais il y a des trucs étonnants. Dès le début, je pense que c'est en 1917... il y a un texte qui parle d'égalité salariale. Oui, elle va sur ses côtés. Ensemble. C'est complètement fou. Mais elle publiait sous un nom d'homme à l'époque, et pour ce texte, Julien Saint-Michel, dans des journaux ouvriers. Donc, elle avait plein de pseudonymes. Mais dans l'ensemble de son œuvre, on remarque une ironie. Puis moi, ce que j'ai découvert, je la connaissais comme journaliste, mais ce que j'ai découvert par sa biographe, justement, en faisant la recherche pour ça, c'est qu'elle a aussi écrit des pièces de théâtre, mais là, comiques, et pas juste ironique, puis elle a reçu des prix pour ces pièces-là, mais on a perdu les textes. Donc, on n'a pas de traces de ses autres sources d'humour, mais on a des traces de son ironie dans son travail journalistique. Comment on l'explique? Je m'excuse. Go. Non, mais moi, j'essaie d'être un allié. Hein. J'écoute et je me tais. Cette invisibilisation, parce que moi, je viens du cinéma, puis c'est pareil. En cinéma, les premières femmes cinéastes n'ont pas été reconnues par l'histoire. Commence un mouvement récemment pour reconnaître Alice Guy, notamment, comme une des premières à peu près équivalentes aux Frères Lumière à Méliès. C'est arrivé dans les 5-10 dernières années. En humour, alors vous, dans votre introduction, vous mettez ça sur le compte du fait que les femmes qui font de l'humour sont toujours un petit peu plus dangereuses, il y a quelque chose de trop subversif. Mais est-ce que c'est pas commun à toute l'histoire des femmes? C'est-à-dire, c'est pas nécessairement relié à l'humour. Les femmes sont invisibilisées dans l'histoire. Pour moi, il y a une double invisibilisation. Les femmes sont invisibilisées dans l'histoire littéraire, dans l'histoire artistique, mais je pense que l'humour ajoute une difficulté de plus parce que, justement, comme on l'a dit, si elle passe par l'ironie pour contester un bastion masculin, il y a doublement intérêt à les effacer. Est-ce que l'humour, c'est le dernier bastion qui restait? Masculin? Moi, je pense que oui. L'argent. L'argent en général. Oui, évidemment, Valérie, mais je parle, c'est encore, c'est la dernière chose qu'on a acceptée, en fait, que les femmes fassent comme les hommes, l'humour, ça se peut-tu? J'ai l'impression qu'il y a tout ça un peu. Oui, parce que c'est un pouvoir, on vient de le dire, le pouvoir des femmes qui font rire, là. Et comme ces filles-là riaient des hommes, c'était pas... Elles se bloquaient de la moitié du public, là, si on peut dire. Donc, c'était très difficile. Puis même, aussi, ce qui arrive, c'est que les femmes, traditionnellement, sont lues par les femmes, point. Donc, les femmes lisent les femmes. Donc, dans les années 60, il y avait beaucoup d'ironie, mais on ne le savait pas parce qu'on ne les lisait pas, ces femmes-là, tout simplement. L'humour, c'est la chose la plus simple, entre guillemets, à faire au sens où c'est accessible à tout le monde, mais c'est la chose qui tue. C'est vraiment une arme très puissante. Donc, on n'allait pas laisser les femmes utiliser ça. Tu sais, comme premièrement, elles ont autre chose à faire, c'est-à-dire retourner à la cuisine. Mais ensuite, s'ils commencent à rire de tout le monde puis à prendre la place, là, ça suffit. Wow! Hein? C'est ça. Fait que c'est le dernier bastion. Puis vous poserez la question aux femmes qui sont comiques. Là, ça leur nuit beaucoup. Là. Ça fait un petit effet de napalm là, autour d'elles, des fois. Mais il y a aussi même dans notre conception de ce qui est de l'humour, une espèce d'idéal viril. Là. Bien sûr. On a même du mal à percevoir que c'est ça de l'humour. Moi, j'ai déjà travaillé à
c'était pas une anthologie, on voulait faire un agenda des femmes sur l'humour, là. Puis on approchait des femmes que nous, on trouvait drôles. Puis souvent, elles nous disaient « Ah, mais c'est pas de l'humour que je fais, c'est pas des blagues. » C'est qu'elles-mêmes n'étaient pas sûres de vouloir se présenter comme ça, peut-être parce que c'est grinçant, justement. Puis aussi, on en parlait tout à l'heure, Valérie, juste avant, qu'il y a certaines autrices qui sont très, très connues. C'est pas qu'elles sont pas connues, mais on n'a pas reconnu cette part-là d'humour. On en parlait avec l'exemple de Marie-Claire Blais. Bon, on n'a plus besoin de dire qui est Marie-Claire Blais, mais ça t'a étonné de la voir dans l'anthologie pour sa part plus humoristique, qui, elle, est plus effacée. C'est pas l'image qu'on a, et on parle moins de ses œuvres, ou on parle moins de l'aspect humoristique dans ses œuvres. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi, même celles qui sont reconnues pour leur champ respectif, en littérature ou sur scène, on parle moins de l'aspect spécifiquement humoristique. Ouais. On les met dans des cases, en fait, plus facilement, peut-être. Oui, surtout dans la case dramatique. Ben là, je vais citer, en fait, l'introduction. Les textes ont été sélectionnés dans le but de refléter les déterminismes encore actuels de la condition féminine. Il y en a 4, en fait, rapport au pouvoir, rapport de classe, rapport au corps, rapport à soi-même dans une société pas encore égalitaire. Est-ce qu'on va sortir de ça, à votre avis, éventuellement? Moi, je suis pas très optimiste là-dessus. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est là pour rester, mais on a maintenant, heureusement, de l'humour pour résister à tous ces dictats-là et ces prises de pouvoir-là d'une société qui n'est pas encore tout à fait égalitaire. On avance, c'est sûr, on le dit, puis quand on se compare, on se console, mais il y a des choses qui vont être très difficiles. Le rapport au corps, je vois pas comment on va arriver, parce que... Cela dit, en humour, j'ai l'impression qu'il est plus investi qu'avant des humoristes féminins. Oui, différemment. Féminines. Oui. Différemment, oui, mais je pense que c'est un sujet qu'on prend vraiment de façon plus frontale qu'avant. Oui, puis en plus, les humoristes maintenant sont décomplexés par rapport aux féministes. Oui. Dans les années 80, ou au début, par exemple, de Lise Dion, là, elle fait partie depuis longtemps du paysage, donc on oublie que quand elle a commencé, on pouvait pas, les féministes ne pouvaient pas, les humoristes ne pouvaient pas se dire féministes, ça leur bloquait leur public. Il y avait oui. Puis à un moment donné, les filles se sont dit, ben oui, mais j'ai une parole de femme, si vous n'êtes pas content, ne m'écoutez pas, allez voir autre chose. Il y a eu un mouvement de libération, on l'a vu, puis moi je vous dirais, c'est Kim Lévesque-Lisotte, la première à avoir dit ça lors d'un colloque. Elle avait dit, je suis une fille, ben si ça fait pas votre affaire, ne m'écoutez pas, ou quelque chose, c'était plus brillant que ça, là. Mais c'était vraiment, moi je m'étais dit, on vient de franchir un pas important. Cela dit, l'humour féministe existait, mais il était en marge. Parce que moi, c'est drôle, j'ai pensé à ce livre, Les Dessus des Folles Alliées, un livre affriolant que j'avais pris gratuitement à Radio-Canada. Parce que et vous allez voir, ça témoigne un peu de pourquoi votre travail est important. Hélène, tu le sais, à Radio-Canada, je me rappelle plus si c'est au printemps ou à l'automne, les recherchistes mettent sur des chariots les livres qui traînent dans les bureaux. Depuis plusieurs années. Et ils les mettent au milieu... à l'exposition. À l'époque, on appelait ça aux ascenseurs dans le temps de la Tour Brune. Aujourd'hui, ça doit être en face du barista dans les nouveaux locaux de Canada. Mais tous les recherchistes mettaient les CD qu'ils recevaient. Bon, et j'avais pris ce livre des Folles Alliées. Puis je me rappelle, je n'avais entendu parler quand même. Puis je disais, je vais lire ça. Moi, j'adore les bios. Et quand on lit ce livre-là, c'est de Lucie Godbout, on se rend compte comment c'était difficile de faire de l'humour un petit peu différent et féministe dans les années 80. Et puis elle, en fait, si ça avait été des gars, les Fous Alliés seraient probablement dans la mémoire collective. Mais parce que c'était des femmes, et il dit que c'était difficile de produire. Ils ont essayé de faire un gros show Spectrum. Il n'y a jamais eu lieu, en fait. Ils l'ont dit, c'est une erreur de marketing que de s'être dite féministe. Puis elle, on voit là, les problèmes, les producteurs en voulaient pas, donc elles se sont publiées elles-mêmes, OK? Elles se sont filmées elles-mêmes, donc ça fait des documentaires tout à fait amateurs. On voit rien, on n'entend rien, mais c'est tout ce qui nous reste de cette période-là, qui était complètement folle, cette période-là. Mais c'est un peu dramatique, parce que vu qu'elles s'autoproduisaient, ça finit probablement par les cantonner là-dedans aussi. Parce que tu regardes le résultat fini, dans un monde aussi de l'apparence, là, l'humour, c'est vraiment... Fait que ça démontre comment c'est difficile. Ça fait pas si longtemps, là. C'est pas les années 40, là. Non, puis les moyens étaient pas là. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a des gens qui s'autoproduisent de façon indépendante, qui font un travail formidable. Tout à fait. Mais là, à l'époque, c'était pas ça. Puis c'est pour ça que dans les années 80, on a beaucoup moins de traces. On a beaucoup de C'est une décennie assez courte dans l'anthologie. Oui, mais je veux qu'on revienne... les critères. Parce que j'avoue qu'en lisant l'anthologie, je me suis dit,
oh, les réunions, ça a dû être quelque chose. Parce que, non, mais c'est parce que c'est pas scientifique, là. Je veux dire, c'est un choix. Ouais. Choisir, c'est trahir. Les critères qui vous ont guidé, il y en a 6, de ce que je comprends, qui ont guidé le choix des 90 entrées qu'il y a dans cette anthologie. Ben oui, en fait, le critère de base, il fallait qu'on ait ri, nous trois, là, au moins, là. Non, mais Lucie, déjà là, c'est pas évident. C'est pas évident, non. Puis... Parce que ce qui ferait quelqu'un... On n'était pas toujours d'accord. Des fois, on n'était pas d'accord, mais on reconnaissait les choix des autres. On avait aussi l'équipe autour. Tu sais, par exemple, on avait une spécialiste de théâtre pour les entrées sur le théâtre. On est allé chercher des gens en poésie, radio, francophonie canadienne. Bande dessinée? Il y a de la BD, oui. On avait aussi des personnes qui connaissaient mieux certains sous-champs qui venaient aux réunions pour partager. En fait, moi, je trouve qu'on a eu un magnifique problème qui était qu'il y a beaucoup trop de choix. Si les personnes peuvent penser que ça, c'est exhaustif puis qu'il n'y en a pas tant, non, détrompez-vous. On a pensé faire un deuxième tome, une deuxième version en ligne, qui sait. La difficulté était vraiment quand est-ce qu'on s'arrête pour que ce soit un livre maniable, même. Mais les critères, oui, bon, là, j'ai pas tous par cœur. L'évidence de l'humour, ratio entre œuvres retenues par rapport aux œuvres publiées, souci de la diversité canadienne, attention, attention portée aux femmes issues de groupes historiquement sous-représentés ou marginalisés. Là, on rajoute... Mais ça a été plus difficile dans la mesure où... puis c'est ça, c'est parce que il y en a pas beaucoup. On peut pas en pondre, là. Non, exactement. On avait des problèmes. C'est ce dont on se rend compte en lisant justement cette... enfilade de textes humoristiques. Je pense que la première femme qui vient d'ailleurs, c'est en 2003. Il y a des gens qu'on aurait voulu inclure puis qu'on n'a pas pu pour des raisons techniques. OK, non, mais ça, vous ouvrez une parenthèse. C'est qu'il y a des femmes qui ne voulaient pas être dans l'anthologie. C'est pas les autres. Pas les personnellement. Il y en a. Il y a des fois, c'est des raisons légales là, à qui appartiennent les droits, des choses comme ça. Là. C'est vraiment technique. Mais sinon, Lucie, vous aviez l'air de vouloir en dire un peu plus? Non, je n'aimerais pas de nom parce que je pense que ça appartient à tout le monde. Mais il y a des gens pour qui l'anthologie, c'était quelque chose de très abstrait. Là. On essaie d'expliquer parce que il y a un fossé qui sépare les littéraires des non-littéraires, il faut le dire. Donc, pour nous, une anthologie, ça allait de soi, c'est comme un catalogue. On présente du monde avec un extrait. Mais il y en avait qui ne savaient pas comment ça allait sortir, ça. Le produit fini, de quoi je vais avoir l'air dans une anthologie. Puis ça, il faut respecter ça. Moi, j'appelle ça travailler sur du vivant. L'important, c'est de respecter les vœux. Mais il n'y a pas quelque chose qui parle de la culture versus être une femme? Parce que dans le fond, est-ce que c'est encore des femmes qui se sont trop souciées de ce qu'on allait penser d'elles? Je pense que dans certains cas, oui. Oui. Parce que moi, je me souviens, il y a bien des années, j'avais fait un numéro d'arcade. J'avais dirigé un numéro d'arcade sur leur dernier tabou. C'est quoi ça, le numéro d'arcade? La revue Arcade dans le temps. Okay. Et puis, moi, mon thème, c'était le dernier tabou. Alors, j'avais envoyé des invitations aux filles. Là, lâchez-vous lousse, parlez-moi de n'importe quoi. Et les filles m'avaient fait des projets. Je me disais, ça va faire un numéro extraordinaire, cosmique, mais elle s'était désistée une à une. C'était trop impliquant de mettre son nom sur un certain type de texte. Je pense que ça change aussi, mais il y a peut-être un peu de ça dans certains cas. Moi, je dois dire que là, on a mentionné que certaines personnes n'ont pas voulu, mais moi, personnellement, j'ai été très heureuse de la réponse, particulièrement du côté des humoristes pour qui c'est moins habituel peut-être d'avoir un texte publié, justement, là, qui nous ont donné accès à leurs textes vraiment, là, qu'elles utilisent live, qui ont vraiment embarqué facilement dans le projet, même au tout début, avant qu'on ait du financement, parce que ça a été une autre difficulté, obtenir du financement pour un projet sur les femmes, alors qu'on est la plupart, qu'on est précaire. En tout cas, moi, j'étais très précaire dans l'institution aussi, là, ça, c'est une autre affaire. Mais... donc, quand même, l'enthousiasme a été là. Moi, j'ai été très heureuse de voir que plusieurs marquaient très facilement. C'était intéressant. On avait accès aussi, encore une fois, aux coulisses. On parlait aux agents et aux agentes. Et là, on voit très bien comment ça fonctionne dans une boutique à l'interne. Là, ceux et celles qui ont à cœur la diffusion, d'autres qui protègent la chasse gardée. Je ne vais pas trop en révéler. Donc, tout ça, ça fait partie... Ah, ben ça, les humoristes, là. Le joke, là, c'est comme le précieux. Mais oui, mais c'est parce que c'est tellement éphémère. Une fois que la joke est sortie, c'est fini. Mais c'est rare qu'on ait accès à une version écrite. Je pense par exemple au Point G, qui est le numéro de Lise Dion. Là, je profiterai de l'occasion ce soir pour régler quelque chose avec vous autres, les filles. Toutes celles ici dans la salle qui ont trouvé leur Point G, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît?
ben, je suis contente de voir que je suis pas toute seule. Moi non plus, je n'ai pas cette crise de morceau-là. Ouais. Mais une version écrite, ça n'existe pas. Oui, dans plusieurs cas, c'est des inédits. Il y a vraiment des raretés là, dans ça. D'ailleurs, ça explique aussi pourquoi... Parce que je veux qu'on parle un peu... on survole un peu les époques, parce qu'il y a des tendances. Vous avez remarqué, en fait, qu'il y a des tendances. Oui. Bon, ça commence en 1890. Robertine Barry, ben oui. C'est une chroniqueuse qui voulait journaliste, se publier, qui a décidé de partir sa revue, qui s'appelait Françoise. Ouais. On la connaît sous le pseudonyme de Françoise, en fait. Donc, ça commence avec elle en 1890. Il y a un foisonnement jusque dans les années 20. Ça se poursuit les années 30, 40. Et là, arrivent les années 50. Et là, on a des problèmes avec les archives. Oui, ben en fait, c'est que une incontournable qu'on devait vraiment anthologiser, c'est Rose Ouellette, surnommée la Poune. Ouais. Mais Rose Ouellette faisait du canevas, du théâtre, partait d'un canevas puis improvisait. Et puis il y avait la question de l'auteurité là, qui a écrit le texte, parce qu'une chose qu'on n'a pas voulu mettre, c'était des textes écrits uniquement par des hommes, performés par des femmes, parce que pour nous, ça allait contre cette idée-là. Dans le cas de Rose Ouellette, on sait qu'elle écrivait ses textes, mais on n'a pas de garantie sur le texte. Il y a très, très peu de textes sur lesquels on pouvait mettre la main. Donc, on a réussi à entrer en contact avec sa petite fille qui nous a énormément aidés. On a trouvé des textes qui avaient été utilisés en recherche par Chantal Hébert et puis on a pu savoir que c'est pas mal écrit de sa main. Et puis, mais ça reste extrêmement court. Je veux dire, Rose Ouellette a performé pendant des dizaines et des dizaines d'années, 7 soirs semaine, puis on a comme 4 pages. C'est fou. Et non, mais ça montre comment... Là, on fait une anthologie de textes. Mais laisser sa trace, c'est un enjeu aussi. Là. Que ton travail soit archivé et le travail des femmes, bien sûr, parce que l'époque ne les acceptait pas bien, mais c'est sûr qu'ils sont pas présentes dans les archives. Ça veut pas dire qu'elles étaient pas là. C'est un peu comme le jazz, en fait. Je me rends compte, le burlesque, c'est que c'était quelque chose qui était joué sur scène, pas tant écrit. Et c'était des standards, des blagues qu'on reprenait de la génération précédente, qu'on les mettait à notre façon. Les années 60, c'est plus riche. Ah ben oui. Voilà. Les années 60. Ben oui, là, on rentre dans le vif du sujet, dans le vif de mon sujet préféré. Les boomers, ils ont tout fait. Ah, Madeleine Ferron, même Marie-Claire Bell à cette Madeleine époque-là. Ferron, pour moi, c'était une découverte. J'ai adoré. On la connaît moins parce qu'on connaît seulement son frère Jacques, puis on la présente comme le frère, la sœur de Jacques. Mais c'est extraordinaire, son texte est magnifique. Mais toute son œuvre est comme ça. Là, on a eu la difficulté mon Dieu, je savais même pas ça. Ben oui, parce qu'il y a Marcel Ferron, l'artiste, le Refus global et tout. Oui, les choses sérieuses. Ben oui, les choses sérieuses. Mais Marcel, Madeleine Ferron, elle était très comique, là. Non, ce que je savais pas, c'est que c'était la sœur de Jacques. Ah ben oui, c'est la sœur de l'autre, certainement. Bon. Mais là, vous voyez, vous venez me le dire. Je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui était là juste pour la qualité de son travail. Non, juste parce que c'est la sœur de. Oui, puis ça me permet de même dire. On a essayé de contourner ça. Bon, les années 70, c'est étonnant, c'est moins. Il reste moins de traces, visiblement, bien que. En fait, je pense que les femmes étaient peut-être trop occupées. Mais non, mais ça c'est l'émergence des féministes. Oui, puis en plus, c'était les grosses époques de revendication féministe. On perd de vue que le militantisme fait en sorte qu'on n'a pas la distance nécessaire pour rire. Les femmes étaient occupées ailleurs. Oui, c'est ça. Ils étaient fâchés. Oui, c'est ça. Non, mais attendez. Oui. Quand on est fâché, on n'est pas drôle. Mélissa Thériault, ça dépend. Ça dépend, oui, parce que pour avoir formé, cofondé les apartistes, c'était quand même l'indignation qui était notre... ça peut être un moteur. C'était une époque qui était extrêmement riche, mais dans laquelle on allait là, sur tout le spectre, puis tu sais, mettons, le théâtre qu'on a beaucoup couvert, mais c'était tragicomique là, sur beaucoup de choses. Cela dit, j'imagine aussi qu'il y a un rapport avec comment l'industrie était composée dans les années 70, parce que oui, il y avait des humoristes masculins, mais c'était quand même la grande décennie d'Yvon Deschamps. Il y avait Clémence. Oui. Il y en avait peut-être moins qu'aujourd'hui, par exemple, ou même dans le burlesque. Ah, moi, je me trompe, vous êtes la spécialiste? Non, mais c'est sûr qu'il y en avait moins. Il y en avait moins parce qu'il n'y avait pas l'école de l'humour l'École nationale d'humour qui est une maison à produire des humoristes. On n'avait pas les institutions. Oui, mais dans les années 50, dans le burlesque, entre autres, il y en avait beaucoup. Là. Juliette Pétry, Maman Parent, La Poune. Mais il faut penser au fait qu'on a aussi mis certaines personnes dans une décennie parce que l'œuvre date de cette décennie-là, mais poursuivre. Tu sais, Rose Ouellette, on l'a mis dans les années fin 40, je pense, parce que c'est le texte qu'on avait, mais elle en fait pour les 40 années suivantes. Même chose, on a anthologisé. C'était un bye-bye des années 80. Clémence Desrochers, on a mis un texte littéraire d'elle des années 50, mais bien évidemment, des années 70, c'est encore là. Donc, ça, il y a moins d'émergence de nouvelles personnes, peut-être dans les années 70, mais ça se poursuit. Et puis, il y en a plein, toutes les Juliette Pétry, justement, toutes celles que tu viens de nommer, ben, elles sont pas là parce qu'aussi, même chose que Rose Ouellette, on n'a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent invisibles. Parce qu'il y a eu l'avènement de la télévision aussi. La télévision a tué les cabarets et tout ça, là. L'intérêt des gens était ailleurs, ils restaient dans leur salon.
Et là, ben, c'est comme si les femmes repartaient à zéro. Ben oui. Fallait se faire reconnaître à la télévision. Est-ce que Clémence, est-ce qu'on se disait il y a Clémence puis c'est assez, à votre avis? Au niveau de l'industrie, au niveau de... Je pense pas qu'on pensait en ces termes-là. C'est pas c'est que c'était la première. C'était, comment je dirais ça, c'était un gars de la gang. Donc, les femmes étaient occupées ailleurs à ce moment-là. Là. Mais il y a souvent de la place pour une. Oui, c'est ça. C'est pas le syndrome de la Schtroumpfette. Oui, c'est Nelly Arcan qui dit ça. Mon Dieu, c'est intéressant parce que c'est la décennie aussi, les années 70, vous le notez, que c'est la première fois qu'on utilise le jeu pour parler d'un personnage féminin, ou qu'une autrice dit « je » pour un personnage féminin. Puis ça, c'est quand même assez révélateur. Hein. C'est fou de se dire qu'avant ça, c'était quoi? C'était « tu », « nous », mais le jeu au féminin... J.E. personnages. C'est ça, le J.E. n'existait pas. Donc l'individualité de la femme, c'était un concept vague, disons. C'est quand même étonnant dans les années 70. Vous le rappelez dans l'intro que c'est pas une opération canonique, une anthologie. Et là, je veux faire entendre un extrait parce que malheureusement, il y a des gens qui sont pas là. Voilà, alors je vais faire entendre un extrait de quelqu'un qui est pas là. C'est pour ça que je m'habille juste en friperie. Je sais, ça paraît. Moi, ça m'arrive des fois que j'oublie que les gens normaux s'habillent pas juste en friperie comme moi. Puis des fois, je regarde une fille puis je suis comme « Ah! » Voyons, son linge est donc bien à sa taille. Mais j'ai une amie, elle veut pas venir en friperie avec moi. Elle trouve que le linge de friperie a une odeur. Il y a sûrement des gens qui viennent en friperie ici, dans la salle. Vous savez, il y a une odeur quand même. On va se dire, une petite odeur. Cette odeur-là, t'as juste à la laver, hein? Puis je vous jure, là, après 1 ou 2 ans de lavage, c'est parti. C'est Coralie Laperrière! C'est faux, Fred, elle est citée. Okay. Elle est citée dans le livre. Je sais, mais c'est parce que... On la nomme dans l'introduction. C'est une des têtes montantes. Oui, Coralie, c'est parce qu'elle est chroniqueurs ici. On fait un... Chroniqueuse. Chroniqueur. Ben là, c'est parce... Chroniqueuse, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lui demander? Je pense qu'elle peut choisir. Chroniqueur ou chroniqueuse ou chroniqurice. C'est parce que je travaille avec elle. Oui. Puis c'était pour aborder aussi ce sujet-là, parce que vous le dites, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont pas là, c'est des choix qui sont déchirants, parce qu'on pourrait dire qu'il y en a plein qui sont vers la fin, là, la décennie 2010-2020, qui sont des vedettes montantes, entre guillemets, et pourquoi une par rapport à l'autre? Je veux dire, ça reste un exercice un petit peu subjectif. Tout à fait. Ben, pour les vedettes montantes, il y avait la question de est-ce qu'il y a suffisamment déjà d'années de travail puis d'une certaine visibilité, mais il y avait aussi est-ce qu'il y a un numéro marquant ou un sujet qui nous paraît d'actualité. Tu sais, par exemple, dans les derniers textes qu'on a mis, ça couvrait parfois des sujets vraiment importants pour ces années-là ou ces décennies-là. Et puis, il y en a qu'on a nommé dans l'intro qu'on se dit vraiment, ça, s'il y a un tome 2, on les met, c'est sûr, mais c'était juste... Il fallait couper dans l'extrême contemporain parce qu'il y en a vraiment plus. Puis là, on aurait pu ne pas s'arrêter, vraiment. Parce que pendant qu'on faisait ça, moi, j'avais assisté au spectacle Le Noël des frustrés. Oui! Justement, avec Coralie, Coralie. Voilà. Donc, et qui est à l'origine de Pas de filles sur le pacing. Exactement. Mais ça, c'est le genre de choses, on était en train de pas mettre la touche finale. Voilà, je comprends. C'est comme un work in progress, puis le tapis se déroule devant nous autres, puis on dit, bon, ben là, qu'est-ce qu'on met? Mais fallait que j'en parle, parce qu'après ça, moi, j'ai des comptes à rendre avec Coralie. On comprend tout à fait. Parce qu'elle fait de l'humour féministe et engagé, fait qu'elle est toujours fâchée. Vous comprenez? Oui, absolument. Moi, je suis comme le Ringo du projet. Je suis arrivé, les choses étaient vraiment en cours, puis je suis arrivé comme plus tard. Non, mais c'est... Non, Ringo. On adore Ringo. Moi, essentiel. Il a joué un rôle important. Je me tire des fleurs en disant ça. Malgré son sourire niais. Oui, mais voilà. Faut se méfier de ceux-là, c'est les pires. Mais bref, je suis arrivée plus tard dans le projet, puis donc, le reste de l'équipe il était déjà en train de faire des choix ou d'avoir des contraintes, par exemple, celui-là, on voudrait, mais c'est pas possible pour une raison technique, etc. Puis là, moi, j'étais plus détachée parce que je venais d'arriver. Et là, souvent, je me gênais pas pour dire ah ouais, c'est plate, mais on peut pas tout mettre là. Puis je sais pas, ça a peut-être été vécu de façon déchirante, plus pour. Mais c'est ça la force d'une équipe là, de se relayer les tâches, des fois un peu ingrates. Si Mélissa avait pas été là, ça aurait pris 1 an de plus, puis ça aurait eu 1000 pages. Fait que merci. Cela dit, Jeanne, vous l'avez dit tantôt, si un tome 2, ça va bouger forcément avec les années. Il va y avoir des rééditions, il va y avoir. En fait, ça va pas tant bouger que ça va se bonifier. Ben, on l'espère. En tout cas, c'est un peu le but de l'exercice là, d'avoir ce point de départ-là. Même à un moment donné, puis Jeanne l'a mentionné rapidement, on pensait à faire quelque chose en ligne, peut-être aussi parallèlement. Comme ça, on peut y aller avec des extraits et tout ça. Mais là, juste avoir les problèmes qu'on a eu
à garantir les droits d'autrice. On s'est dit, toute la question, là, on y repensera. Ça va nous prendre, il va falloir qu'on suive des cours en management. Moi, j'y crois pas encore que le livre existe. Oui, je me dis, il existe. Quand ils m'ont proposé de participer, j'ai fait comme, voyons donc quel projet pharaonique qui a pas de bon sens, c'est donc bien débile. Il faut dire non, OK. J'ai dit oui. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ce travail-là a révélé? Parce que vous êtes là-dedans avant que l'anthologie commence. Lucie, vous êtes chercheur, Jeanne aussi, Mélissa aussi. Vous réfléchissez à tout ça depuis longtemps. J'imagine que de monter une anthologie, ça a quand même permis d'identifier des choses qui... À mon point de vue, moi, en tout cas, c'est de voir qu'on peut faire un continuum avec tous ces textes-là. Ouais. C'est-à-dire que si on peut le lire en ordre non chronologique, puis même on peut juste lire les bouts comiques puis laisser faire la recherche qu'il y a en arrière. Nous, on s'en formalisera pas. Mais si on regarde ça vraiment du début à la fin, chronologiquement, on se rend compte d'abord des fluctuations dans la parole des femmes et aussi dans les thèmes abordés. Et ça, c'est intéressant parce que chaque personne va faire sa lecture de ça et va pouvoir, je sais pas moi, trouver des points d'attache avec ce qu'elle vit ou ce qu'il vit à partir de là. Donc, moi, c'est important de voir comment tout ça a évolué. J'aurais pas pensé qu'on aurait pu avoir une aussi grande distinction dans les thèmes, dans les stratégies aussi, bien sûr, parce que les femmes du début du siècle, du début du 20e siècle, leur écriture était très formatée par le renseignement des études classiques. C'était plus littéraire d'un point de vue plus traditionnaliste, et ça prend le bord, là, je vais utiliser une expression très imagée, par rapport même à la littérature des années 2000. C'est très, très, très différent. Ben, merci d'être venu nous parler de cette anthologie de l'humour des femmes. Sans blague, c'est publié chez Somme Toute. Jeanne-Mathieu Lessard, Mélissa Thériault, Lucie Joubert. Merci, Lucie. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Peut-être qu'on va une troisième fois. Travailler sur quoi? À part la retraite? Ben là, moi, je dirige la collection de l'humour aux éditions Somme Toute. Ça fait que je lis pas mal les affaires des autres. Et là, si je peux faire une petite publicité. Le livre Oser l'humour éthique à Virginie Fortin, fait par Jérôme Cotte, est en nomination pour le prix du gouverneur général. Oh, bravo! Donc, pour la première fois... Tu as vu nous en parler l'an dernier, d'ailleurs. Oui, exactement. Donc là, je suis très contente pour lui parce que c'est un beau livre. Vraiment? En plus, d'un point de vue institutionnel, ça montre que, tiens, il y a des jurys qui sont sensibles maintenant à la réflexion sur l'humour. Mais il y en a une réflexion de plus en plus, puis ça, je pense que c'est important, et vous le faites bien avec les livres que vous publiez chez Somme Toute. Merci vraiment à vous trois. Vous restez avec nous parce qu'on va poursuivre avec Hélène, entre autres. Alors, comme toujours, Hélène, j'ai aucune idée de quoi vous allez nous parler, mais j'ai vu quelques extraits et j'ai l'impression que ça va suivre un peu la discussion qu'on vient d'avoir. Comme d'habitude. Un petit feeling. Comme d'habitude, c'est tout organisé pour que ça matche. Mais oui, mais d'abord, je vous fais un petit point santé. Parce que bon, moi, de mon côté, ça va d'automne. Ça va, jours qui raccourcissent, froid qui s'insinue dans les chaumières, j'aime ça, moi. Pluie grise, monotone. Je suis tanné de la chaleur. Non, pas moi. Les épaules qui se voûtent. Mais on sait, c'est pareil chaque année. C'est l'automne québécois qui vient signer un genre d'arrêt de mort hyper brutal après un été où tout revit. Oh là là. Et je vous avoue, même l'annonce de ce troisième lien enfin imposé ou de cette crise du logement dont on a enfin trouvé la cause, c'est les immigrants, Fred. Oui, je sais. On l'avait sous le nez pendant des mois et on n'a rien vu. Je tiens à dire qu'il y en a une dans la pièce. On ne dira pas c'est qui. Mais bref, même tout ça n'a pas effacé le spleen de l'automne qui s'installe. Et c'est pour ça que je me suis dit, cette semaine, on va essayer de ramener un peu de joie, de bulle, de légèreté. Et j'ai eu envie de vous parler de beauté. Une vraie chronique beauté. Parce qu'on n'en parle jamais. On fait comme si c'était frivole, anecdotique, réservé aux youtubeuses de 15 ans, alors que non. Vous allez enfin nous partager vos petits trucs beauté? Oui, enfin. Parce que la beauté, ça nous concerne tous et toutes. Alors, malheureusement, ce ne sera pas une chronique beauté si sophistiquée, parce que les tutos maquillage, les conseils contouring, je ne suis pas tout à fait la mieux placée. Moi, je m'hydrate bien la face ce matin, mais sinon, je suis un petit peu désemparée quand vient le temps de me pomponner. Et c'est pas par manque d'intérêt, c'est par manque de talent, par manque de produits adéquats, par manque d'heures disponibles dans ma journée, par manque de dextérité, de patience. Parce que pour bien se griller comme il faut, Fred, ça prend du temps, ça prend de l'argent.
c'est un investissement. Et si dans mon monde à moi, peu de gens le font, cet investissement, et moi avec, on a tort. Oui. On a tort parce que ça rapporte la beauté. Alors qu'on vit dans un monde où tout se casse la gueule, que le milieu culturel est aux abois, que les ménages ont l'air de plus en plus paralysés par les taux hypothécaires, par le coût de l'épicerie. Ah, mais là, ça baisse, là. Oui, bien sûr, ça va tellement mieux. Pas l'épicerie, les taux hypothécaires. Tout va mieux. Alors que l'austérité semble pointer son nez partout sur la planète. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Moi, c'est ce que j'entends quand je vois des ministres qui arrivent et qui disent « Va falloir se serrer la ceinture ». Mais c'est ça que j'entends. Va falloir vous serrer la ceinture. Exactement. Eh bien, malgré tout ça, l'industrie de la beauté, elle va extrêmement bien, mais vraiment très très bien. Pour vous donner un exemple, le marché mondial des cosmétiques a vu ses revenus augmenter de 8% en 2023. Ah ouais. 8%, ce qui veut donc dire que sur cette question bien précise des soins personnels, on, collectivement, n'est pas prêt à faire l'impasse malgré l'inflation. Et c'est normal, parce que la beauté, quand même un résultat assez mirage de ces soins cosmétiques, il faut le préciser, c'est important dans une vie. C'est important dès l'école. Pour préparer cette chronique, j'ai fouillé dans plein de statistiques et certaines vont même jusqu'à dire que les notes données aux élèves sont influencées par la beauté des 10 élèves. Donc à devoir égal, le bel élève aura probablement de 5 à 10% de plus que son ami Pichou. Ouais. C'est pas fin, mais c'est comme ça. Et surtout, ça se poursuit à toutes les étapes de la vie. Pour trouver un partenaire, pour trouver un logement, pour trouver un emploi, une promotion, il y a un économiste du travail, Daniel Hammerschmesh, aux États-Unis, qui a calculé que les beaux gagnent en moyenne 237 000 $ de plus au cours de leur vie que les vilains. Donc la beauté est bel et bien à la source d'une inégalité fondamentale contre laquelle on ne peut pas grand-chose, malheureusement. Et là, vous allez me dire, ça va, capitaine évidence, là, on sait, Brad Pitt, c'est plus facile. Non, mais c'est plus facile d'être Brad Pitt que Fernandel. Oui, c'est vrai, sauf que c'est un petit peu plus complexe que ça. Être cute, c'est bien, mais c'est encore mieux si on est cis et blanc. Intersectionnalité, mon amour. Mais oui. Et c'est encore plus compliqué, cette question de la beauté, quand on est une femme. Parce que oui, c'est mieux d'être belle, mais ça vient aussi avec la préconception qu'une femme belle, c'est forcément un petit peu plus conne qu'une femme normale. Il y a un piège. Il y a un piège. Rappelez-vous de cette si belle injonction qui est restée dans le langage populaire. Sois belle et tais-toi. Et voilà. Ou alors assume que t'es moche, au pire, tu pourras être drôle. Malheureusement, j'ai pas retrouvé l'extrait et je comprends pourquoi. Mais dans les années 90, Philippe Gildas, qui était animateur en France d'un talk show quotidien, recevait une toute jeune et débutante Valérie Lemercier et lui parlait de son physique difficile. C'était charmant. Alors on pourrait se dire, oui. Vous l'avez pas trouvé? Non, ça n'existe plus. Je vais essayer. Essayez. Peut-être sur le dark web. Sur le dark web, peut-être que ça existe. Alors on pourrait se dire, les années 90, ça a changé. On n'est plus comme ça. Maintenant, notre rapport à la beauté des femmes a changé. Eh ben non. Pas du tout. J'ai retrouvé cet extrait édifiant qui date de 2023 sur RFM France avec un certain Pascal Atenza. On revient sur les propos de Muriel Robin sur l'homosexualité et le cinéma. Oui, séquence émotion. Muriel Robin, elle a déclaré qu'on ne lui proposait pas de rôle au cinéma parce qu'elle était homosexuelle, qu'elle n'était pas désirable, pas séduisante. Mais non, ma Mumu, il y a pire, tu aurais pu être Anne Romanoff. Voilà, donc... fait que là, on fait 2 uppercuts. Exact. Pour le prix arrêtez cet extrait terrible, s'il vous plaît. Mais oui, donc non, ça aurait pu être pire. Tu aurais pu être Anne Romanoff, ce qui est vraiment... C'est beau. C'est quel beau monde. Ça, c'est sur une chaîne style... RFM. C'est KMF? Oui, un petit peu plus national quand même, RFM. Oui, c'est costaud. Mais on va se ramener au cinéma un moment, parce que c'est toujours le fun, le cinéma, mais surtout parce que le cinéma a de tout temps été particulièrement obsédé par la beauté. Cette citation, par exemple, de François Truffaut, qui est restée comme une définition de ce qu'est le cinéma. Le cinéma, c'est l'art de faire des jolies choses à des jolies femmes. Et cette conception... Et François le fait dans plusieurs films. François l'a bien fait, effectivement. Et cette conception de la beauté des femmes comme intrinsèque à l'essence même de ce qu'est le cinéma, et ce qui, je pense, a paradoxalement mené à MeToo. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que
De tout temps, le cinéma a considéré que la beauté des femmes était son carburant. Mais plus encore que cette beauté-là lui appartenait, libre à lui bien sûr d'en disposer comme il voulait et surtout pour autant de temps qu'il voulait. Mais cette obsession pour la beauté des femmes, elle a dégénéré. Parce que notre monde est ce qu'il est, cette obsession soi-disant esthétique est en réalité venue se nourrir à la logique consumériste du capitalisme, autre grande mamelle du cinéma, ce qui a conduit à considérer les femmes, en tout cas les belles, comme de beaux objets à posséder. Ouais. Alors pour certains, cette possession, ce n'était qu'une histoire d'écran et de film, mais pour d'autres, on l'a vu, on le sait, on le voit encore, il n'y avait pas de raison de ne pas étendre cela hors des écrans. Les actrices sont belles, j'ai le droit d'en disposer comme je l'entends, se sont dit ces charmants monsieur, et ça a marché, jusqu'à ce que les femmes disent « bah non ». En fait, non. Mais la conception est restée. L'industrie médiatique n'aime rien d'autre que les belles femmes, et comme cette beauté est malheureusement une denrée périssable, on peut même dire que l'industrie médiatique n'aime rien d'autre que les jeunes et belles femmes. Pas les hommes, je reviens là-dessus. Non. Brad Pitt, plus il vieillit, plus on le trouve beau et désirable. C'est le mouvement exactement inverse que pour la perception populaire des femmes qui, elles, plus elles vieillissent, plus elles apparaissent respectables. Elles sont plus désirables. On pourrait se plaindre, on pourrait se lamenter. En fait, respectables, si elles ont été belles. Voilà, exactement. Avant. Sinon, non. Sinon, non. Ou alors, elles sont drôles. Ouais, voilà. On l'a vu, c'est ça. On pourrait se plaindre, on pourrait pleurnicher, ça n'y changerait rien. Sauf qu'un des beaux effets de MeToo, c'est que le mouvement a ouvert la voie à une réflexion sur la place des femmes dans l'industrie du cinéma, à la fois devant et derrière la caméra. Oui, au départ, c'est un regard sur les abus, les agressions subies par les femmes, mais c'est également la bougie d'allumage de gestes beaucoup plus concrets pour une meilleure considération du point de vue féminin et de celle qu'ils portent, c'est-à-dire les réalisatrices. Et c'est là que ça devient le fun, parce que ces réalisatrices, elles prennent cette question de la beauté à bras le corps, en particulier l'une d'elles, c'est la française Coralie Farja, réalisatrice de ce qui est déjà le hit de l'année. C'est encore en salle d'ailleurs, vous pouvez aller le voir, The Substance, avec Demi Moore et Margaret Qualley, prix du scénario au dernier festival de Cannes, sensation à la fois au box-office et dans l'opinion publique, parce que c'est exactement ce qu'on peut appeler le bon film au bon moment. Alors que ses préoccupations esthétiques sont dans l'air, mais que personne n'en parle tout à fait, Coralie Farja, elle fait un film qui fonce dans le tas avec un sens du premier degré assez inouï. Je la connais pas parce que je suis moins dans les... En fait, on vous entend moins à la balado, mais c'est peut-être la situer dans sa carrière, son travail? Deuxième film. C'est son deuxième film, elle est toute jeune, mais je vous donne le pitch de ce The Substance. Ouais. Elisabeth, star adulée d'un show d'aérobic depuis des années. Elle promène sa dégaine de mannequin en léotard avec panache parce qu'elle vient d'avoir 50 ans. Et c'est là que le couperet tombe. Le directeur des programmes la convoque et lui annonce qu'elle est passée date, qu'ils doivent changer d'animatrice. Et c'est là qu'Elisabeth rencontre The Substance. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA, starting a cellular division that will release another version of yourself. This is the substance. The substance. Exactement, qui nous permet donc d'avoir une nouvelle version de nous-mêmes, plus jeune, assez facile, plus belle. Une shot? Une injection? Une injection. Wow. Ouais. Plus facile, non? Pas tant que ça. Mais... évidemment, il y a des problèmes avec ça. J'imagine. Oui, sinon il n'y a pas de film. Sinon, c'est un court-métrage. Exact. La créature qui dépasse son créateur, Faust, son pacte avec le diable, Frankenstein, La mort vous voici bien, Dorian Gray, Citizen Kane, Shining, Carrie, etc. Farja cite tout et n'importe quoi, mais avec une telle candeur, une telle jouissance de la mise en scène, un tel plaisir. Ok, c'est bien fait, là. Ouais, qu'on n'entend plus que ça. L'obsession de notre société pour la beauté et la jeunesse nous transforme en monstres. Et cette idée de la femme monstre, parce qu'elle a internalisé les dictates que la société veut qu'elle respecte, elle était déjà dans un autre film qui a gagné la Palme d'Or en 2021, c'est Titane, de Julia Ducournau. Ben oui. Autre jeune cinéaste française qui fait du body horror, c'est-à-dire une frange très précise du cinéma d'horreur où on se délecte
tout particulièrement en gros plans sointants, sanglants, de tout ce qui peut arriver au corps. Au corps des femmes ou au corps des femmes. OK, bon, voilà. Et Julia Ducournau, là aussi, elle s'amusait avec les codes du féminin, avec l'horreur, pour mieux questionner la différence. Alors évidemment, Farja Ducournau, c'est pas les premières à tâter de ce body horror au féminin. Il y a eu Karine Kusama, il y a eu Marina Devan, mais on sent, et mon expérience de cette année, avoir beaucoup trop de films qui viennent d'un petit peu partout sur la planète, confirme. C'est une nouvelle mode dans le jeune cinéma, en particulier féminin, c'est-à-dire des cinéastes qui créent de la forme, qui sont des stylistes hallucinantes. Vous voyez Denis Villeneuve, sobriété chic. Ben, ces filles-là, c'est à l'exact inverse. Ça, c'est des néons, c'est de la grosse musique, c'est sale, c'est stylé. Et ouvertement, elles le disent, ça y est, on en a marre. Nous, femmes, on ne vous donne plus le droit collectivement de décider pour nous. On crie, on gueule, et tant pis si ça splash, tant pis si c'est premier degré. Ces cinéastes le font en plus avec le cinéma d'horreur, qui est un genre particulièrement capable de saisir les grands mouvements dans l'atmosphère mondiale, mais surtout un genre où on a beaucoup regardé les femmes souffrir. C'est vrai. Et ça fait du bien de voir le contraire. Et en plus, c'est un genre qui plaît aux jeunes. Exactement. Fait qu'on travaille à la base. C'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant pour ça aussi. The Substance, en ce moment, c'est en train de battre des records, en tout cas pour ce genre de film en salle, parce qu'il attire un public particulièrement jeune, ce qui est une sacrée réussite. Alors, Fred, auditrice, auditeur, je vous invite à aller découvrir ces films. Titane de Julia Ducournau et son premier film qui s'appelait Grave, une histoire de cannibalisme, qui était très le fun aussi. Et puis The Substance de Coralie Farja, parce que oui, c'est du cinéma, du vrai, mais surtout parce que l'histoire du cinéma, et on en parlait il y a quelques minutes, c'est une histoire où on a presque systématiquement effacé les soubresauts de cette prise de parole féminine. Et ce serait une bonne idée qu'on ne passe pas à côté de l'histoire cette fois-ci. Ah, et merci Hélène, content de vous retrouver comme chroniqueuse. Il était temps. Moi aussi. 6e épisode, et on va se retrouver très bientôt. Merci. Merci. Alors, on termine avec la section partenariat où la balado encaisse des dizaines de milliers de dollars pour parler de revues. Pas vrai. C'est pas des dizaines de milliers. Même pas des centaines. Même à peine. Mais c'est pas grave parce qu'on aime les revues québécoises et on aime Liberté, numéro 344, Valérie Lefebvre-Fauché. Un numéro sur la paix. C'est un numéro qui est né justement à cause de notre incapacité à parler de paix et de guerre. En fait, je sais pas comment vous vous levez le matin, là, mais nous, on se lève le matin, on écoute les nouvelles, puis on n'est plus capable de penser, on perd un peu nos mots, puis on est des gens qui travaillons l'écrit. Donc, on sent une très forte responsabilité. On se dit, il faut parler, mais en même temps, il y a des concepts qui semblent se vider. En fait, en ce moment, je ne sais pas si vous avez essayé de parler de paix avec des gens, mais les gens refusent, n'ont pas envie de parler de paix. Ils sentent en fait, ça sonne un peu comme une menace si on propose aux gens de parler de paix. Il y a quelque chose, il y a comme une peur, une rage. Et d'ailleurs, Valérie, je me permets, mais il y a même eu un amalgame avec le conflit en Israël et la Palestine, que si vous êtes pour un cessez-le-feu, vous êtes pour le terrorisme. Oui, c'est ça, mais on perd complètement le sens des mots, là. Et c'est ça qu'on a voulu contourner. On a voulu se dire, ben non, nous, on va pas abandonner ce mot, cette discussion sur la paix, mais comment faire? Moi, je suis quelqu'un qui a pas connu la guerre. Pour moi, parler de paix, la paix... Qu'est-ce que vous voulez dire, vous n'avez pas connu la guerre? J'ai pas connu la guerre personnellement dans ma famille, dans mon corps. Quand je pense à la paix de façon naïve, c'est presque l'équivalent du confort ou du silence. Et bien sûr que c'est le contraire, en fait. Quand on parle de paix, on cherche la justice, on parle de vérité. Donc, on a demandé à des écrivains de nous parler de paix de cette façon-là. Ça serait quoi les vraies conditions de la paix? Ils nous parlent du prix de la paix. Il y a un super beau texte de la grande écrivaine Marie-Célie Agnan qui nous parle de cette perte, de cette incapacité de faire de la littérature. Une des choses qu'elle nous dit, c'est qu'il est impossible de parler de paix si on reste dans le mensonge. Tant que le mensonge est
là, on peut même pas penser à la paix. Je trouve que c'est évidemment un sujet très sombre, mais c'était comme si on avait besoin de passer par là, puis je suis vraiment très reconnaissante envers les auteurs qui ont joué ce jeu de se poser cette question difficile et de nous redonner des mots pour parler de ça. Yara El-Gadban qui vient de sortir un super beau roman qui est une sorte de je sais pas si c'est de la science-fiction, une sorte de fantasy qui se pose un peu les mêmes questions que ce texte, mais là, il nous a fait un essai. Elle était au point de départ dans nos discussions sur la paix, puis elle nous disait je comprends l'envie de tout péter, là, de tout détruire. Les gens ont raison de vouloir de souhaiter parfois l'effondrement, mais quand on est palestinienne comme moi, on peut pas se permettre de renoncer à la construction. Mais non. Donc, c'est un texte d'espoir, étonnamment, qui parle des camps de réfugiés, notamment, et des camps de la résistance aussi. Sinon, il y a un texte de Khalil Kalsi, ces symboles qui font symptômes dans l'espace public. Oui, qui nous parle, qui s'énerve contre la façon dont les symboles de paix servent à faire taire, finalement, et les artistes aussi peuvent être appelés à jouer ce rôle d'effacer, en fait, la colère et la détresse pour montrer une belle image. Je sais que c'est pas dans le texte, j'imagine, mais que la colombe est avant tout un pigeon. Quand on parle de... Non, mais on l'oublie, mais le symbole de la paix, c'est une colombe, mais c'est un pigeon. Alors... Il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de dessins d'oiseaux, vous allez voir. On a aussi demandé, il y a toujours des dessinateurs, des dessinatrices dans Liberté. Puis là, on leur a demandé aussi comment faire pour contourner les symboles de paix qui sont tellement mièvres. C'est ça. Donc, ils se sont mis ensemble pour dessiner un peu les uns par-dessus les autres et mettre leurs mains, leurs symboles ensemble pour essayer de sortir de... Eux aussi sentaient ce piège de vouloir parler de paix, mais de ne pas être capable de la représenter. C'est ça. Donc, en fait, ça dégnatise la paix. Ouais, idéalement. Non, on y croit pour vrai. On est rendu là, je pense. Si on va en parler intelligemment. Vous signez un texte, c'est votre éditorial, en fait, Danser maintenant? Qui parle de financement des arts et de colère des artistes. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Là? Je vois toutes sortes d'affaires passer. Là. Mais je suis contente que vous en parliez régulièrement dans cette balado, parce que c'est difficile, en fait, de parler de financement des arts. On se fait toujours... traité de parasites puis de chialeux. Oui, puis vous avez même assisté, ça. Oui, et il y a même des chroniqueurs qui vont être capables de vous montrer qu'il ne s'est jamais dépensé autant d'argent en culture. En culture, ce qui est peut-être vrai, mais il y a une réflexion à avoir, c'est où va cet argent. Il y a beaucoup d'intermédiaires en culture, que ce soit chez les diffuseurs, que ce soit partout. Puis ça aussi, éventuellement, c'est une réflexion qu'il va falloir avoir plus sérieusement. Ben, moi, je suis plus capable d'entendre que c'est élitiste de vouloir une vie artistique chez nous, en santé, diversifiée, vivante. Là. Si on veut que ça soit élitiste, les arts, ça va arriver. Et c'est un peu ça qu'on se prépare en finançant plus, en arrêtant d'augmenter le financement du Conseil des arts et des lettres du Québec, en méprisant les revendications des artistes. On se dirige vers ça. On favorise... Parce que les riches, ils vont pas arrêter d'en vouloir la culture, puis ils vont plus se la payer. C'est ça, ils vont pouvoir se la payer. C'est vraiment ça qu'on veut. Donc, les artistes se battent en ce moment pour, premièrement, c'est une lutte contre la pauvreté, contre la très grande précarité des artistes. Là. Si on pouvait payer des loyers, si on pouvait... si tous mes collaborateurs, mes collaboratrices pouvaient payer leur épicerie sans problème, ça me dérangerait moins qu'il y ait des coupures en mais en même temps, un artiste qui a faim, moi, j'ai tendance à dire que c'est un artiste qui produit plus. Oui, c'est ça sûr. Ça fait meilleur. Ça les drive. Je veux vous citer dans ce texte-là parce qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup fait rire. Donc, je vous cite. « Nous savons bien comment répondre aux copains-copines de gauche qui pensent que la littérature, c'est un passe-temps bourgeois et contre-révolutionnaire. » Ça va faire de la chicane, ça, dans les réunions de comité littéraire, Valérie Lefebvre-Fauché? Ben oui, on est toujours suspecté de ça, de dévier, de détourner la lutte. Moi, je pense qu'au contraire, c'est une lutte qui concerne tout le monde. C'est pas vrai que parce qu'on est pauvre, parce qu'on est des travailleurs, des travailleuses. Mais je sais que c'est une blague, mais ça m'énerve pour vrai. C'est pas vrai que la seule chose qui nous concerne, c'est nos conditions de travail, puis qu'est-ce qu'on peut consommer. Non, mais c'est aussi parce que... Attendez, Mélissa, vous vouliez... Il y a un mot qui n'a pas été dit, puis probablement que c'est dans le numéro, mais c'est la question de la répartition, c'est-à-dire que le discours de « Ah oui, mais vous savez, on les finance, les arts. Oui, mais est-ce que vous financez pas toujours les mêmes personnes? » ou Tout à fait. c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Là. Oui, il y en a du financement, mais
pas nécessairement bien répartis de façon organique. Et aussi, si je peux me permettre, c'est comme si on refusait de parler de l'impact économique de l'industrie de la culture, qui est énorme. Mais c'est pas des fois, on le dit, là, chaque dollar... Des fois, on le dit de temps en temps, sans réaliser que tous ces artistes qui créent, qui produisent, qui éventuellement vont publier ou produire un film, c'est des dollars qui sont dépensés concrètement par la suite par des citoyens, des citoyennes. Donc, c'est une économie qui roule. Puis... Non, tout à fait. Mélissa, je veux juste vous dire que L'Œil du Cyclone, l'émission de télé, il va avoir un film de Noël. De L'Œil du Cyclone. Alors, il y en a de l'argent en culture. Pourquoi on chiale? Ben oui, on fait des musées sur les récits nationaux. Oui, voilà. Je veux qu'on parle rapidement d'une rubrique, je ne sais pas si on peut dire ça, une chronique que j'aime beaucoup, la transparence des grands fonds, ou des bibliothécaires. Parlent de leur travail. Parlez-moi d'une belle idée. Hey, c'est vraiment... il se passe des choses en bibliothèque. Pour vrai, on ne va pas assez souvent. Mais pour vrai, les gens qui travaillent en littérature, on est souvent tournés vers le marché, vers le livre, vers qu'est-ce qu'on peut vendre. Puis en fait, la vie littéraire, c'est dans les bibliothèques aussi. Tout à fait. Donc, cet extrait est très drôle parce que c'est des bibliothécaires qui racontent comment les gens viennent les voir, les aborder et cherchent des choses, des livres sur certains sujets et comment... une même occurrence peut nous amener vraiment à toutes sortes d'endroits, dont le BDSM, entre autres. En tout cas, je ne vais pas trop dévoiler, mais il faut aller lire le texte. Il est super drôle vraiment. Et très généreux en même temps. On sent beaucoup d'amour pour les gens qui viennent. On oublie que les bibliothécaires ont de l'humour. On l'oublie, ça. Est-ce qu'on l'a déjà su? Hélène. C'est vrai. Un texte aussi sur la série Jasmine. Oui, de Chloé Savoie-Bernard. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que ça s'appelle « Cligneras-tu des yeux? Suprématie blanche et ventriloquie. » Bon, évidemment, j'ai appris plein de concepts. Non, mais c'est intéressant, la réflexion, parce que dans le fond, elle rappelle comment ça a été important pour elle. Qui est une petite fille d'ici qui a vu une femme noire héroïne d'une émission de télé pour la première fois avec Jasmine. Et qui rappelle comment ça a été important, mais comment aussi il y a eu plein de choses problématiques dans la façon qu'on l'a présente. Oui, elle était héroïne, mais en même temps, pas tant que ça. On restait encore dans les mêmes clichés. Alors, c'est vraiment un bon texte. Mais qui est très critique, mais en même temps, c'est une super belle réflexion complexe sur... C'est un attachement, une identification compliquée. Est-ce que c'est une héroïne ou c'est quelqu'un qui a besoin d'aide? Non, tout à fait. Il y a Jules Pector-Lallemand qu'on a déjà reçu ici pour son essai Pourboire, qui est un sociologue qui a fait une enquête sociologique sur le romantisme. Ouais. Ça, c'est intéressant. Il écrit bien, en plus. Mais oui, il écrit très bien, il raconte bien, puis il parle de gens, de nos contemporains qui... dans le fond, on s'en sort pas. De ne pas croire à l'amour, mais... Mais c'est pas vrai. Mais c'est plus ou moins vrai. On s'en sort pas. C'est donc, j'avais cette discussion-là. On s'en sort pas de l'amour? Ouais. Alors que pourtant, c'est vraiment surévalué. J'en profite parce que ma blonde est revenue encore avec mon enfant qui est malade aujourd'hui. On va se dépêcher de finir l'enregistrement parce que ça sera plus possible dans quelques secondes avec Miville. Et bien sûr, on retrouve toujours la rubrique, en fait, les rubriques que j'adore, les critiques, recensions de livres, cinéma, scène, poésie, voilà. Toutes sortes de choses. Est-ce qu'on le trouve chez Costco, Liberté? Non, mais vous pouvez vous abonner, c'est extraordinaire. Il faut s'abonner. La Poste permet de livrer des choses jusque chez vous, et on parle notamment des revues. Ça, c'est vraiment... On parlait de financement, il faut quand même le dire. Pour les revues, l'abonnement, c'est vraiment important. C'est la meilleure manière de nous soutenir. Voilà. Merci à vous toutes d'être venues. Merci à vous. Merci, Fred. Merci. Et on va acheter sans blague. En fait, quand vous allez chez votre libraire indépendant, achetez sans blague l'anthologie de l'humour des femmes, achetez Liberté et peut-être le livre d'Hélène. Oui. Est-ce qu'il y en a encore? Sûrement. Il y en a eu plusieurs, mais le cinéma américain... les 5 derniers. Là. Les 5 derniers, non. juste le cinéma américain, par exemple. Voilà. Mélissa, vous vouliez... Non? Non, j'allais dire, demandez à votre bibliothécaire de le commander pour vous. Aussi. Oui, ça nous aide d'avoir les livres dans les bibliothèques de quartier, tout ça. C'est pas tout le monde qui peut acheter les livres, mais des fois, soutenir les auteurs, les autrices ici, ça passe par les bibliothèques. Vous avez raison, c'était très bourgeois, mon commentaire. Merci, Mélissa. Alors, c'est sur ce que se conclut ce 6e épisode de la balado. Merci aux 3 femmes, Jeanne-Mathieu Lessard, Lucie Joubert et Mélissa Thériault, qui sont venues nous présenter sans blague cette anthologie de l'humour des femmes. Puis, on n'en a pas parlé pendant l'entrevue, mais c'est vraiment intéressant parce que pour chaque entrée, des fois, il y a même, il y a 90 femmes, en fait, dont le travail est souligné dans cette anthologie. Il y en a qui ont 1 ou 2 textes. Et à la fin, il y a la référence de l'extrait où cet extrait a été pris.
Et il y a aussi les autres œuvres de l'autrice et un paragraphe pour en savoir plus, où là, il y a des citations ou des notes de bibliographie pour approfondir, en fait, notre compréhension ou notre intérêt envers une autrice. Alors, c'est vraiment un ouvrage de référence incontournable que Sans blague, une anthologie de l'humour des femmes. Merci à Hélène. Encore une chronique passionnante. J'ai très, très hâte d'aller voir le film Substance. Et merci à Valérie Lafayette-Fauché. Évidemment, on s'abonne à toutes les revues qui viennent à la balado. On s'abonne. Ça vaut la peine et c'est vraiment un secteur de la littérature qui, je crois, a besoin d'amour. Puis c'est pour ça que j'en parle. Oui, ce sont des partenariats, mais quand même, mon intérêt, mon amour des revues, c'est avant tout ce qui me guide pour vous présenter ce contenu. Je ne vous ai pas parlé de la campagne de financement encore beaucoup. Tranquillement, pas vite, là, les donateurs et les donatrices se manifestent. Il va y avoir un nouveau site web qui va être prêt dans quelques jours et qui va être très joli. Où on va pouvoir faire une recherche enfin dans tous les épisodes depuis 2019, ce qu'on ne pouvait pas faire avec le site web actuel. Alors, je suis vraiment très heureux de pouvoir enfin rafraîchir le site Internet. Et donc, il sera toujours possible de soutenir, oui, je vais me faire taper ses doigts, soutenir la balado financièrement. Évidemment, les donateurs de l'an dernier, vous allez être contactés directement par courriel. Je vais le faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Si vous avez envie de supporter ce projet-là, ben, vous pouvez déjà aller sur le vieux site, mais attendez donc le nouveau. Ça va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus ergonomique. Et bien sûr, moi, j'aimerais bien bonifier les cachets des chroniqueurs et des chroniqueuses qui sont à 200$, ce qui est pas beaucoup, mais pour un projet indépendant, ce qui est quand même pas pire. J'aimerais bien les mettre à 250$ parce que ça nous permettrait de dépasser un peu notre diffuseur public quand il engage des gens à la radio, entre autres. Quand il offre des chroniques, c'est souvent des cachets comme ça. Fait que ça me ferait un petit velours de pouvoir dire qu'à la balado, on paye un petit peu plus qu'un chroniqueur junior, entre guillemets, parce que c'est pas tous les chroniqueurs qui... Je gagnais pas ça à la fin quand j'étais à Masbou, entre autres, évidemment. Alors, voilà, si vous avez envie, si vous aimez ce que vous entendez et que vous avez envie que ça vive et que ça reste toujours indépendant, parce que c'est bien ça l'idée, mon but n'est pas éventuellement d'introduire de la publicité, bien qu'il y en a déjà, forcément, puisque j'ai quelques partenariats qui, je crois, ne dénaturent pas trop le caractère indépendant de ce projet-là. Évidemment, quand vous entendrez un segment sur l'anniversaire de l'arrivée de Walmart au Québec, posez-vous des questions, ça se pourrait que l'indépendance ait pris le bord. Mais je pense que quand on parle de théâtre et quand on parle de revues littéraires plutôt nichées, je pense pas que je trahis mon âme. Alors voilà, mais de toute façon, je vais envoyer une infolette aussi. Je ne l'ai pas faite encore, là. Je fais attention avec les infolettes parce que j'ai pas envie d'agacer le monde avec ça, parce que je sais pas si vous avez remarqué, il y a une tendance où tout devient infolette. Il y a beaucoup d'infolettes en circulation. Je pense qu'avec le problème des réseaux sociaux, il y a des gens qui... en fait, le boycott ou le changement de réglementation de Facebook, des plateformes de réseaux sociaux, je pense qu'il y a des gens qui ont décidé de revenir à ce que c'était peut-être dans les années fin 90, début 2000. Il y avait beaucoup d'infolettres. Alors, c'est ça. J'essaie de ne pas trop en envoyer. Mais là, je serais dû. Ben, j'en ai pas envoyé aucune, en fait, en 1 mois et demi. Alors, je pense que je suis dû. Voilà. Je vous laisse sur une chanson. Ça aurait peut-être été le fun. J'ai hésité à mettre un sketch d'une femme humoriste que j'aime. Ça aurait été probablement Clémence, parce que c'est encore elle, je crois, mon humoriste féminine préférée. Maud Landry est pas loin. Mais Clémence restera toujours Clémence. Mais je trouvais ça un peu facile de seulement mettre un sketch. Puis des fois, un sketch, ça briserait un peu la tradition de finir en musique. Fait qu'on va quand même rester avec Clémence Desrochers. Et je vous offre une chanson parce que, comme Yvon Deschamps, Clémence Desrochers écrivait des chansons. Moi, je préfère les chansons de Clémence que celles d'Yvon Deschamps. Et ça démontrait quand même tout le talent d'écrivaine de Clémence, capable autant d'y aller avec du monologue rimé et de la chanson, de la poésie, mais ça ne sera pas l'interprétation de Clémence que je vous offre, mais plutôt celle de Salomé Leclerc qui avait enregistré une reprise. Alors voilà, c'est le EP live au Treatment
de Salomé Leclerc. C'est paru en 2016. Il y avait 4 chansons là-dessus. Et il y avait la 4e chanson, c'était La Vie de Factory. Donc, je vous offre cette interprétation de Salomé Leclerc. C'est vrai, vous allez voir, ça sonne tellement bien et c'est tellement bon. Deux artistes formidables, Clémence Desrochers et Salomé Leclerc. Alors voilà, c'est là-dessus que se conclut ce 6e épisode. Bonne semaine tout le monde. Je suis venue au monde seule, comme tout le monde. C'est seul que je continue ma vie. À Dieu le Père, je pourrais répondre. C'est jamais moi qui a fait le bruit pour imaginer mon allure. Penser à novembre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure, au plus long des longs hommes gris. Comme on dit dans La Fleur de l'âge, je suis rentrée à factory de coton. Vu que les machines font trop de tapage, je suis pas causeuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler le bas de coton sur un séchoir en forme de jambe, en partant de la cuisse au talon. Si on pouvait mettre bout à bout le chemin de la factory à maison, je serais rendue, y a pas de doute, faiseuse de bébelles au Japon. Pourtant à cause de mes heures, je peux pas vous décrire mon parcours. Je vois rarement les choses en couleur, vu qu'il fait noir, aller-retour. Quand la sirène crie délivrance, c'est le cas de le dire, je suis au coton. Mais c'est comme dans ma petite enfance, la cloche pour la récréation. Y'a plus qu'une chose que je désire, c'est de rentrer vite à la maison. Maintenant j'ai plus rien à vous dire, j'ai pas un sujet à changer.